Et donc, Nicolas Mérindol qui est avec nous. Salut Nicolas, fondateur de Carmin Finance, qui accepte pour nous de commenter l'actualité bancaire, parce qu'il faut le faire de temps en temps, cette actualité bancaire. Donc en fait, mais je fais ça aussi avec Bertrand Martineau sur le travail, c'est-à-dire je mets de côté les trucs qui tombent sur 3 mois et puis je t'appelle et on en parle. Et donc là, bah tiens, on va voir, c'était un titre des Échos, alors c'est toi qui vas me dire s'il est... Enfin, en fait, même quand on lit l'article, le titre était un peu pushy, mais c'est pas moi qui vais reprocher aux Échos de faire de la vente. Et donc ça, c'était toute fin décembre. Le superviseur, donc c'est en l'occurrence la Banque de France, hein, le superviseur qui alerte sur le défi de choc de taux. En quoi est-ce que, a priori comme ça, moi je me dis c'est une bonne nouvelle pour les banques, les taux qui remontent. Absolument. En quoi est-ce que ça peut créer un bug et un choc ? Les banques ont, dans le fond, si on résume en macro, elles ont 3 métiers. Elles sont distributrices de produits, donc c'est les réseaux, c'est la banque à distance, comment j'accède à mon client. Ouais. Elles ont un deuxième métier qui est de transformer des ressources, donc la collecte de dépôts par exemple, en crédit. Ouais. Donc pourquoi c'est une transformation industrielle, comme on transformerait une matière première en un produit fini? C'est parce qu'un dépôt, il arrive dans la banque, il peut être retiré à tout moment, et le crédit, c'est sur du 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Crédit immobilier jusqu'à 20 ans. Donc il y a un métier de transformation. Puis un troisième métier qui est le risque. Donc la problématique des taux, c'est celui de la transformation. Donc en fait, pendant ces années folles où les taux d'intérêt étaient jusqu'à négatifs, ces crédits pendant 20 ans sont à des taux très très bas. Immobilier, 1%. Quand les taux sont passés, on s'était habitué. Quand les taux passaient de 1% à 1,20, à 1,30, on a commencé à crier à la folie. Donc, mais on est en train de péter à 1% pendant 20 ans. Lorsque les taux remontent, la ressource qui est à vue, qui n'est pas encore transformée, elle est... Les comptes de dépôt, il faut aller la chercher tous les jours. Les banques vont la chercher tous les jours. Tous les jours. Il n'y avait pas de compte à terme. Quand j'avais un dépôt et que les taux d'intérêt étaient à 0, quelque chose, je me fatigue pas, je laisse sur mon compte de dépôt. On est bien d'accord. Quand je vois les taux d'intérêt monter à 1%, 2%, 3%, 4%, je retire l'argent qui est sur mon compte de dépôt et puis je le place à 1%, 2%, 3%. Sauf que j'ai toujours mon crédit à 1% en face quand je suis le banquier. Je comprends. Donc le choc des taux, c'est chaud. C'est cette période intermédiaire où j'ai pris des engagements très long terme à des taux très bas, parce qu'on vient de taux très bas, et que les taux montants, c'est d'abord le coût de ma ressource qui sert à financer mes crédits, qui sont à équivalent taux variable, et qui, eux, subissent cette montée de taux d'intérêt. Là, on parle de montants importants, parce que on parle de centaines de milliards multipliés par 1%, par 2%. Donc j'ai un coût de la ressource qui augmente, mais mes placements ne changent pas. Le coût de la ressource, donc c'est ce qu'on appelle le coût de refinancement des banques. Le coût de refinancement, voilà. Donc, il est où et sur il est les marchés? Combien aujourd'hui à peu près? Il y a ce qu'on appelle, il y a 2 grands paquets en fait. Il y a tout ce qui est épargne réglementée, donc qui était donc le livret A, une partie sert au logement social, aux ESH, et l'autre partie à la banque. Et celui-là, il commence à être réméré à 2,5%. L'épargne logement, les comptes à terme. Alors, elle n'est pas réglementée, mais il y a quand même des décalages dans le temps pour que les taux d'intérêt se mettent en place. Et puis l'État, les ressources purement financières que je vais chercher sur le marché interbancaire, sur le marché financier. Donc, dans le deuxième cas, je suis les taux du PIBOR, les taux d'intérêt de la référence LOAT, c'est l'emprunt sans risque, plus le risque de la banque. Ah donc c'est autour de 3% aujourd'hui. Si je me mets sur la même durée, je vais monter jusqu'à... si je veux neutraliser ma transformation, faire du long avec du long, ce qui est la gestion saine qu'on demande à n'importe quelle entreprise, mon coût économique, c'est un équivalent de 3%. Et donc, je me retrouve avec des ressources. Et avec seulement 1% de revenus pour ce 3%. L'épargne réglementée, elle va monter, elle est un peu décalée dans le temps, mais elle va monter aussi, elle va grimper aussi. Donc, les banques ont ce choc-là. Ceci étant, ça, c'est la période intermédiaire. Parce que, en rythme de croisière, normalement, j'ai une courbe des taux, ce qu'on appelle la courbe des taux, qui a une pente positive, c'est-à-dire que les taux d'intérêt à court terme sont plus bas que les taux d'intérêt à long terme, c'est l'approche classique, ce qu'on n'a pas eu pendant des années, mais c'est l'approche saine et classique. Donc la logique veut que ma ressource à court terme ait un taux d'intérêt plus bas que ma ressource à long terme. Donc en rythme de croisière, quand on aura passé cette période-là, le crédit immobilier sera à long terme à des taux plus élevés que mes ressources à court terme. Mais pendant cette première période, je perds de l'argent. A contrario, quand les taux baissent,
j'ai engrangé des crédits immobiliers à taux plus élevés sur des durées plus longues, et j'ai les coûts de ma ressource qui baissent. Donc là, on est dans une phase, on sort d'une phase un peu compliquée qui était déraisonnable. On revient à une courbe des taux positive, mais mon bilan, il ne change pas à la vitesse du marché. Il faut que le stock de crédit immobilier se remplace au nouveau taux, mais tout ce que j'ai engrangé, j'ai ce choc de taux. Des taux très bas à l'actif et des taux qui vont monter plus vite au passif. Et c'est vrai pour les compagnies d'assurance, parce qu'on parle des banques. Les assureurs, c'est pareil. Ils ont cette problématique, c'est que l'épargnant qui a mis en assurance vie et qui a la possibilité de retirer son épargne vie pour la mettre sur un autre, oui, tout à fait. Dans une autre compagnie d'assurance. L'assureur, pour garantir, pour chercher du rendement, pour chercher de quoi payer la prime annuelle et rester dans les statistiques attendues par l'épargnant, il place long. Et il achète en particulier, par exemple, on en avait beaucoup parlé en son temps, des dettes d'État. Des dettes d'État. La dette d'État, c'est sur une durée, c'est pas du. Il est même, il faut le dire un mot, il est même d'une certaine manière obligé par son régulateur à acheter de la dette d'État. La réglementation encourage vivement la consommation de fonds propres, etc., encourage vivement le placement sur de la dette d'État. Donc, tant que les taux d'intérêt étaient bas à court terme ou à long terme, on constatait tous, malheureusement, que la rémunération de mon portefeuille d'assurance vie était bas. Là, ce qui va se passer au début 2024, c'est que les épargnants vont voir que le compte à terme, d'autres produits, les produits à taux réglementés ont monté, mais l'assureur vie sur son stock, il ne va pas pouvoir monter aussi vite. Ah, mais il va falloir Donc il y a un risque. Ouais. Il y a un risque. Il va falloir qu'il suive. Il a un compte d'exploitation, une sortie économique à faire. Et lui, il est encore plus en risque parce que là, c'est de la décollecte. Il y a un risque de décollecte. Absolument. Donc il faut le gérer. Alors il y a des provisions mathématiques qui sont prévues. Évidemment, il n'attend pas que l'événement arrive pour s'en soucier. Mais il a un vrai sujet dans cette période intermédiaire. C'est non seulement les banques ont ce choc de taux, mais les compagnies d'assurance ont ça à gérer également. Et puis compagnie d'assurance vie. Je parle pas de assurance vie. L'alternative est limitée quand même parce que j'ai vu. Alors c'est bien parce que je comprends parce que j'ai vu effectivement une reprise de la collecte sur le livret A, etc. Voilà, ce sont des gens qui sont en train d'arbitrer, mais à des montants qui sont quand même limités en ce qui concerne l'épargne réglementée. Oui, mais l'assurance vie, c'est aussi beaucoup. Ce sont des millions de petits portefeuilles. On ne parle pas des gros acteurs. Ce sont là je parle de la banque commerciale grand public. Donc c'est si tout 10 000, le monde se met à 12 000 euros, 10 000 sur un livret A, moins 10 000 sur l'assurance vie. Le fond du livret A, ça va être 20 000 euros, quelque chose comme ça. Donc ça va vite. Donc ça va vite. C'est une vraie problématique. Donc en résumé, ce choc des taux, il est réel et il va être assez significatif en 2023 pour les banques et à gérer pour les compagnies d'assurance. Mais en dynamique, on repart sur quelque chose de sain, où on aura une courbe des taux et les banques qui feront leur métier de transformation en ayant une juste rémunération. Un actif plus long, je le transforme, une ressource plus courte. La ressource plus courte doit être moins chère que l'actif plus long. Et les banques ont les moyens de gérer ce choc ? Oui, ça va. Elles ont les ressources, bien sûr. Le bilan nécessaire pour pouvoir parce gérer que ce choc. Malgré la rapidité et la violence de cette remontée. Parce qu'en permanence, ce qu'on appelle de la gestion ALM, donc Asset and Liability Management, c'est-à-dire la gestion de l'actif et du passif, donc de cette fameuse transformation. Mon passif, c'est mes ressources, mon actif, c'est mes emplois. Ça fait partie du cœur du métier, comme je disais, distribution, transformation, risque. Donc il y a des équipes qui sont dédiées en permanence, qui font des simulations. Il y a une réglementation qui l'accompagne. Il y a des contraintes réglementaires. Il y a des fonds propres qui sont alloués à cette activité. Je disais que le réglementaire, alors le régulateur britannique trouvait justement, alors il y a eu évidemment ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, qui a été un choc pour l'ensemble de l'industrie. Oui. Sûr. Ah ouais. Oui. De la violence de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Et trouvait justement le monde bancaire, alors britannique en l'occurrence, trop optimiste sur cette vision que tu viens de décrire. Oui, et alors il faut reprendre mes trois piliers. Il y a aussi, donc, maintenant, il y a le pilier risque. Il y a le pilier risque. Qui est le risque au sens risque de contrepartie, est-ce que mon client va me rembourser ou pas ? Et le risque de marché, est-ce que mon actif coté, valorisé au jour le jour, mark to market, est-ce qu'il va se dégrader ou pas ? Si les taux d'intérêt montent, tout ce que j'ai en mark to market à taux fixe, la valorisation de marché baisse. C'est clair. Donc je dois le provisionner. Bon. Donc
là, il y a une petite confusion dans l'esprit des gens. Donc, on a eu une année, on s'en souvient, 2021 pour les banques, très très belle année, des résultats records. Et puis, donc, l'économie s'est posé la question de dire attention au risque de contrepartie, on rentre dans une phase de crise. Donc, on n'y revient pas là, sur tous les attendus de cette crise. Donc, forcément, ça a un impact sur nos entreprises et donc des problématiques de remboursement sur nos entreprises, donc des provisions à passer sur le risque crédit. Et les fameuses faillites, et la fameuse problématique des procédures collectives, dont on n'a pas vu, on a vu qu'elles avaient, pour faire simple, presque divisé par 2 pendant la période Covid. Ouais. On a dit ça va redémarrer en 2022, et y compris rattrapage. Ouais. Donc on a un double effet en termes d'amplitude. On ne le voit pas pour l'instant, ce rattrapage. Et on ne l'a pas vu. Voilà. On l'a pas vu. Alors, ça redémarre là maintenant, visiblement, c'est ça. Voilà, hein, tu es juge au tribunal de commerce de Marseille. C'est-à-dire que ce que l'on anticipait comme visible ou devait être vu en 2022, ça ne veut pas dire que, franchement, il y a eu un excès d'optimisme sur l'interprétation du fait que ça ne se soit pas réalisé. Écoute, je lisais une toute récente étude BPI France qui disait non, il n'y a pas d'effet report. En fait, ils regardaient le nombre de radiations, c'est-à-dire ils ne sont pas passés par les procédures collectives, et finalement, dit BPI France, les zombies qui devaient mourir sont morts. Non, pas du tout. Tu ne crois pas du tout? Non, les stats, ça y est, dans les procédures collectives, les stats dans les tribunaux de commerce... Ça remonte à 50 000. Ça remonte. Alors, il y a une rythme de 50 000 par an, mais c'est un rythme classique, il y a une différence, Nicolas. Il y a une différence, c'est que on passe plus vite en liquidation judiciaire qu'en redressement judiciaire. Ouais. Donc, il y a le nombre qui joue, et puis il y a la nature de la procédure collective, puisque le droit français est bien fait dessus. On essaye d'être préventif, on rentre en amont, etc. Là, statistiquement, on voit qu'on passe assez vite en liquidation judiciaire. Donc, in fine, pour un même nombre, ça veut dire qu'il y en a moins qui vont s'en sortir avec un plan de continuation négocié avec les créanciers. Il y en a beaucoup plus qui vont être en liquidation directe. Et ça va avoir un impact sur la provision. Moi, je pense que donc en 2023, les banques vont être dans une situation beaucoup plus compliquée qu'en 2022. Ouais. Pour ce choc de taux que j'évoquais, ça, il n'y a rien. Plus, alors je rappelle que si vous prenez les chiffres de l'an dernier, BNP Paribas et Crédit Agricole, c'est vraiment l'activité qui les avait tirés et une maîtrise du risque. BPCE, mais surtout Société Générale. Le gros résultat de Société Générale l'an dernier, c'est très meilleur impact de la partie risque sur leur compte d'exploitation. C'est-à-dire que c'était presque des reprises de provisions. Donc tout ça, on ne l'aura pas. C'est d'évidence, on ne l'aura pas en 2023. Donc en 2023, donc ce qu'on verra dans les chiffres en Assemblée Générale de 2024. Donc on va encore être trompé parce que les chiffres 2022 affichés pendant ce premier trimestre, quadrimestre 2024 seront bons, mais j'anticipe que choc des taux, risque, non-effet exceptionnel, on va voir des chiffres des banques 2023 beaucoup plus compliqués. Alors pour ça, plus la partie Banque Centrale Européenne, les fameux LRTO dont on avait déjà ici parlé. Absolument. Une centaine de milliards par banque qui rapportaient 1%, 2%. Absolument. Alors, tu les as cités, comme par hasard. BPCE, Société Générale. 2 nouveaux patrons. Oui. 2 nouveaux patrons cadras, d'ailleurs. Je ne sais pas, est-ce que ça t'inspire un commentaire Oui, moi je ne vais pas reprocher que des cadras arrivent. Et c'est pas mal quand même. À la tête. Toi-même, tu étais cadra, quand j'étais directeur général des caisses d'épargne. Mais alors, est-ce qu'il y a une tendance, une règle à en tirer sur l'ensemble des banques ou voire des chefs d'entreprise? Sincèrement, je ne crois pas. C'est les circonstances qui font qu'on avait des gens de qualité. Moi, ce que je retiens, c'est que si je regarde la dernière ligne droite pour BPCE, que je connais un petit peu mieux que les autres, franchement, le conseil de surveillance, il a eu la chance d'avoir en interne. Alors, les deux viennent de l'interne, d'ailleurs. Deux viennent de l'interne. La SocGen que... Ah oui, mais ça, je ne sais pas si c'est très bon, ça. C'est bon. C'est en tout cas de montrer qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a qu'un grand groupe soit capable de générer en son sein des gens qui ont fait un parcours. Nicolas Namias, il a commencé la direction de la stratégie. Votre serviteur est bien placé pour le savoir. Ensuite, il est allé... donc, il était au niveau national. Il est allé dans... Pourquoi c'est toi qui l'avais mis à la direction de la stratégie? Il est arrivé dans les équipes, quand il est arrivé dans les équipes à l'époque, et vraiment déjà très bon.
Il a fait un aller-retour, donc il a une dimension de place qu'il connaît comme conseiller économique. Donc c'est quand même une belle chose. Et il dirigeait Natixis, il dirigeait la banque de gros, la banque d'affaires du groupe. La banque d'affaires du groupe, qu'il a redressé, il a traité H2O. Comme Laurent Mignon avant lui d'ailleurs, le précédent patron de... Il a traité H2O, et donc il connaît bien les caisses d'épargne. Donc c'est une bonne chose que le groupe ait eu plusieurs candidats qui avaient un parcours national dans les filiales, dans les structures, qui étaient tout à fait à même de diriger le groupe. Ça n'empêche pas que, évidemment, il continue à respirer pour renforcer en faisant venir du sang neuf en externe sur telle ou telle activité, tel ou tel métier. Mais il a eu le choix, et les deux groupes ont eu le choix, c'est plutôt pas mal. Mais ce sont des jeunes patrons. Alors, d'ailleurs, à la Société Générale, il vient lui aussi de banque d'affaires. On va dire l'équivalent de l'activité de Natixis pour BPCE. Mais... non, ça j'en tirerais honnêtement, dans le cas particulier en tout cas. Aucune conclusion, on t'en tire. Non, ça n'est pas un parcours, c'est pas ça qui a fait, c'est pas le parcours, le fait que le dernier poste soit la BFI. Bien sûr, c'est une grosse filiale. C'était le cas il y a 20 ans, ça, en fait. Voilà, aujourd'hui, il a eu un bon parcours, il a toutes les qualités, parce que les caisses d'épargne, les banques populaires n'ont pas choisi leurs dirigeants en disant il faut qu'ils gèrent la BFI, sinon ils restent à la BFI, puis c'est tout. Non, ils l'ont choisi pour la stratégie. C'est quand même un sujet important. Hein, le métier de banquier d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Justement, c'est ce que je te demande. Est-ce que patron de banque, on va dire ça comme ça, grand groupe bancaire, c'est un métier qui se transforme justement? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est important qu'on génère les patrons en interne parce qu'il y a moins de candidats passionnés par diriger une grande banque par rapport à ce qui était le cas il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors pourquoi ? Si je prends l'exemple, le cas particulier des banques européennes et françaises, d'abord on est sur un marché saturé. C'est compliqué de faire x2. Moi, je suis arrivé à la direction générale des caisses d'épargne, sous l'impulsion de Philippe Val, on disait x2. C'est pas le même projet. Quand vous réunissez toutes les équipes et que vous mobilisiez les commerciaux, vous êtes sur l'estrade, vous affichez une stratégie, un plan d'action, des décisions dans la foulée, et le but c'est de faire x2 et de partir à la conquête de la 3e place du groupe. C'est pas la même chose que de dire les gars, on va y aller, on va être les meilleurs, on va essayer de faire 3-4% de croissance. Et de se maintenir maintenir notre rang, etc. C'est comme les télécoms. Première chose. Ton industrie. Là, Donc première chose, le métier de patron des grandes banques, c'est pas la grande révolution. Donc il y a eu de capacité de transformation et d'imagination. Pas la même chose que si je suis banquier en Chine ou si je suis banquier. Bon. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu la stratégie à l'international. Donc le patron se disait voilà, j'ai les fonds propres, j'ai un savoir-faire, je suis bien ancré dans mon territoire. Je vais attaquer l'international. Là, ce qu'on voit, c'est retrait, tout le monde revient dans son pays. Pour la même raison. Parce qu'à l'international, où j'ai un problème de droit, c'est-à-dire je vais en Russie, c'est un petit peu compliqué. Je vais en Chine, c'est un petit peu compliqué. Donc les marchés qui sont en croissance, c'est pas complètement ma culture, je suis pas si fort que ça. L'Afrique, c'est compliqué. Bon. Donc je suis en train de revenir, les banques reviennent sur leur territoire. Donc deuxième axe, j'ai un marché saturé chez moi, même costaud, l'international est compliqué. Même BNP a largué les États-Unis, par exemple. Sa banque en Californie qui est le dernier exemple du meilleur de la classe. BNP est quand même dans une catégorie. Donc c'est quand même un signal très fort. Puis la troisième chose, c'est que là où on s'amuse, là où je veux dire au sens sérieux du terme, évidemment. Du coup, c'est le digital, c'est la transformation, mais ça pèse quoi dans le... On voit d'ailleurs qu'in fine, aucune des néobanques ne gagne de l'argent et n'arrive vraiment à émerger. Donc c'est intégré par les grandes banques, c'est les problématiques de data, c'est les problématiques digitales. C'est passionnant, mais ce n'est pas une révolution de la transformation qui va faire qu'une banque va disparaître dans les 3 premières ou pas. Ce n'est pas ça qui les différenciera pour que vraiment créer un grand écart. Et puis enfin, la dernière raison, c'est qu'on est dans un métier de plus en plus réglementé. Il l'a toujours été, mais il l'est de plus en plus. Et avec une présence physique. C'est-à-dire ce que les gens ne savent pas, c'est que la Banque Centrale Européenne, c'est pas on lui envoie un reporting et puis une fois par an, on fait un petit point. Elle est dans les murs.
elle est dans les murs. Et vous devez, au niveau de la direction générale, lui consacrer du temps, expliquer pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. C'est normal, hein, on gère une masse d'argent considérable, on sort de crise financière, on sort avec des... Il y a eu des... Mais c'est pas enthousiasmant à faire. Même si c'est pas légitime de dire que la banque commerciale est traitée de la même façon que les bouts que la banque d'investissement d'il y a 15 ans, quand elle déconnait complètement et qu'elle est partie en vrille. Mais la réalité, c'est celle-là. Tous ces paramètres alignés font que c'est un métier passionnant. Moi, ça continue à me passionner, évidemment. C'est pas du tout la même chose pour les grands dirigeants en termes de potentiel d'expression, en termes de liberté d'action, en termes de concurrence que d'autres secteurs d'activité aujourd'hui. Merci Nicolas. Nicolas Mérindol, donc, qui nous accompagnait sur Bismart.